Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Alors aujourd'hui le sujet, on va parler des assurances qui flambent, des maisons fissurées, du refus de couvrir certains biens. Le changement climatique bouleverse aujourd'hui le marché immobilier français. Pour comprendre ce qui se passe, nous recevons aujourd'hui Benjamin Huglot. Il est avocat associé chez Huglot Lepage et spécialiste du droit de l'environnement et des contentieux climatiques. Bonjour Benjamin. Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de parler de la hausse de 20% à 20%, est-ce que vous pouvez nous rappeler à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, très simplement, qu'est-ce que c'est que le régime catastrophe naturelle, comment ça fonctionne et pourquoi il est essentiel aujourd'hui pour les propriétaires ? Alors en fait, la garantie catastrophe naturelle, elle est obligatoirement insérée dans tous les contrats multirisques, habitation, automobile. Par contre, ça ne concerne pas tous les phénomènes naturels, mais simplement certains. Inondations, submersion marine, sécheresse, mouvements de terrain, avalanches, séismes, éruptions volcaniques, cyclones et ouragans. C'est déjà pas mal, mais il en manque quand même un certain nombre. On le verra parce qu'il y a pas mal de sujets qui se posent, notamment pour tout ce qui est également recul du trait de côte sur les questions du financement. C'est un mécanisme qui repose sur la solidarité nationale. Donc, il y a une surtaxe obligatoire qui aujourd'hui a été augmentée et qui est payée par tout le monde, que vous résidiez ou pas dans une zone soumise à des risques. Donc, vous avez une solution de mutualisation des risques, c'est celle qui est donc adoptée aujourd'hui, d'où 20% pour les contrats dommages aux biens habitation et 9% aujourd'hui pour les contrats auto. Alors, maintenant, revenons sur cette hausse du taux CatNat, catastrophe naturelle, à 20% en 2025, depuis janvier 2025. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour un propriétaire ? Son contrat, il augmente ou est-ce qu'il a vraiment le choix ? Non. D'accord. Tout simplement. Pas le choix. Non. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Mais malheureusement, c'est peut-être l'autre effet qui se coule, c'est que non seulement il n'a pas le choix, mais que ça ne suffira pas à couvrir l'ensemble des risques qui sont concernés. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres solutions, plein d'autres interrogations. Recul du trait de côte, le trait de côte, la question du fonds RGA, recul gonflement des argiles. Donc ça, je pense qu'on va évidemment en parler dans le cours de l'émission. Mais très concrètement, vous avez un réchauffement climatique qui pointe le bout de son nez et donc des conséquences assez graves qui évidemment impactent tout le monde. Donc ça se ressent sur les contrats. Et puis en ce mois de décembre, on le voit qu'il n'aura jamais été probablement aussi chaud. Puisqu'on rappelle que le 9 décembre, il faisait quasiment 15 à 16 degrés à Paris, ce qui était quand même assez hallucinant. Dites-moi, Benjamin, un assureur peut-il légalement refuser d'assurer une maison en zone inondable ou fissurée par sécheresse ? Voilà, j'y arrive. Et quel recours existe-t-il ? Alors concrètement, quand vous avez déjà votre bien est déjà couvert par un contrat, à l'échéance, l'assureur peut ne pas reconduire tout simplement le contrat sans s'expliquer plus que de raison. Il peut déjà le faire. Mais en général, quand vous avez une assurance dommage contre un bien, en principe, ces contrats ouvrent droit à une garantie catastrophe naturelle. Donc, ces garanties-là doivent être insérées dans les contrats. Maintenant, vous avez, et je pense que malheureusement, les gens ne sont pas assez informés, vous avez une autorité administrative indépendante qui s'appelle le Bureau central de tarification, qui est un organisme qui est assez ancien puisqu'il a été créé en 1958, qui doit faire respecter les obligations d'assurance. Et donc, lorsqu'un assuré s'estime lésé parce qu'il s'est vu refuser par une entreprise en raison de l'importance du risque, il est soumis, il peut saisir ce bureau de tarification, mais in fine, les statistiques le montrent, ce bureau de tarification est très très peu saisi. Vous avez à peine une dizaine de saisines par an, à grand-peine. Oui, parce que personne ne le connaît, ce bureau central de tarification. Donc c'est vraiment extrêmement limité. Donc ce bureau, par contre, peut effectivement être saisi d'un refus qui soit caractérisé. Un assureur qui dit « je ne vous assure pas »,
parce que je ne veux pas insérer de clauses catastrophes naturelles dans votre contrat. Ça me coûte trop cher. Bien sûr. D'ailleurs, ce BCT, il n'apparaît pas dans les clauses des assureurs où ils sont obligés quand même de mentionner les coordonnées de cet organisme de recours. Alors, sauf erreur, je ne crois pas effectivement que Ça la me mention semble, soit obligatoire. Ouais, exactement. Moi, je ne l'ai pas. Pourtant, j'aime bien consulter les petites lignes, mais je n'avais pas vu ça encore. 20 millions de Français sont aujourd'hui exposés aux maisons fissurées. Est-ce que l'État a failli dans l'anticipation des risques sécheresse ? Alors déjà, pour un peu quantifier le phénomène, c'est juste monstrueux. 54% des maisons individuelles. 1 milliard d'indemnisations annuelles. Qui donc se fait sur le fondement de la CatNat. Aujourd'hui, avec les projections, on parlait du changement climatique, on parle d'une augmentation de 44 à 162% de la sinistralité dans les années qui viennent, d'ici 2050. Donc là, vous avez un dispositif qui est actuellement en expérimentation sur 11 départements, qui est un fonds de prévention argile, qui pour le moment est doté de 30 millions d'euros. On ne va pas aller loin avec sur 11 départements, voilà. Sur 11 départements, oui. Voilà, écoutez, on est vraiment dans le cœur du sujet, parce que c'est un problème financier derrière, mais de la même manière qu'il devrait également y avoir un fonds pour le recul du trait de côte que les élus n'arrivent pas à faire sortir, on va en parler aussi aujourd'hui. Donc, ils ont essayé timidement de faire quelque chose, mais on est à des années-lumière du montant réel des dommages qui sont liés au RGA, au retrait-gonflement des argiles. Alors tiens, on a le décret de 2022 sur l'information des risques. Qu'est-ce qui a changé selon vous aujourd'hui pour un vendeur ou un notaire ? Depuis le 1er janvier 2023, vous avez l'obligation pour tout bien qu'il s'agisse d'une vente ou d'une location d'informer le locataire sur l'état des risques. Donc, vous avez un document d'information sur l'état des risques, vous êtes porté à la connaissance au moment de la signature du contrat, que ce soit la vente ou la location. Derrière, vous devez regarder s'il y a un plan de prévention des risques naturels, un plan de prévention des risques technologiques, un plan de prévention des risques miniers. Il y en a quand même un certain nombre. Savoir si vous êtes dans une zone sismique, si vous êtes dans une zone de radon, ou si vous êtes dans une zone exposée au recul du trait de côte. Mais dans tout ce que j'ai cité là... radon, trait de côte, si vous êtes en Bretagne, vous êtes un peu mal. Ah effectivement. Ça peut être le tiercé gagnant, là, ça c'est certain. Mais à ce sujet, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'aucun des documents que j'ai cités ne sont systématiquement adoptés, même dans des zones qui sont concernées. D'accord. La première des choses, c'est la question des communes exposées au recul des traits de côte. On en a discuté plusieurs reprises dans l'émission. Le dispositif aujourd'hui, il est facultatif et bien des élus n'ont pas envie, et on les comprend, de voir s'effondrer le marché de l'immobilier chez eux et de voir évidemment s'effondrer les recettes fiscales qui en découlent. Notamment les taxes de résidence secondaire, notamment. Tiens, on parle des aires assurantielles. Est-ce que c'est légal ? Et au final, qui paie le vrai coût du risque ? Ce sont les assureurs, l'État, les particuliers ? C'est toujours la même chose, qu'on l'appelle contribuable ou particulier, c'est toujours la même poche, je vous rassure tout de suite. Mais je dirais que c'est légal, mais pas moral. Donc, il y a déjà une discussion qui est effectivement en cours là-dessus, mais pour aussi donner un chiffre, l'année dernière, il y a eu un rapport qui est sorti au mois d'avril pour voir un petit peu quels seraient les besoins financiers pour rééquilibrer le régime CatNat. On parle de 1,3 milliard par an. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc, pour donner la mesure aux auditeurs de l'investissement qui serait nécessaire. C'est des chiffres qui, de toute façon, malheureusement, sont énormes parce que ce chiffre-là ne tient pas en compte le réchauffement climatique. Donc, vous allez avoir, évidemment, et aussi, à terme, des risques pour les assureurs parce qu'ils vont finir par assurer à perte. Aujourd'hui, les coûts projetés sont énormes, 50 à 200% pour la sécheresse, 200 à 300%, voire 1000% submersion marine, 50% des tempêtes, 25 à 80% pour les inondations, 20% pour la grêle. Donc, la Caisse centrale de réassurance, elle, évalue la hausse de la sinistralité face aux risques climatiques entre 27 et 62% en moyenne à l'horizon 2050.
Donc, sur les déserts assurantiels, très concrètement, il y a eu des pistes qui ont été soulevées, qui aujourd'hui sont plus proches du name and shame, c'est-à-dire de désigner les assureurs qui, effectivement, se désengagent. Ne jouent pas le jeu, ouais. Exactement. Et puis, vous avez donc les différents fonds. On a parlé du fonds RGA, du fonds Argile. Vous avez la volonté du fonds érosion côtière. Alors, dans le tumulte de l'adoption de notre budget national, il y a un petit amendement qui est passé à peu près inaperçu, mais pas pour tout le monde, notamment pour les élus littoraux, qui est la volonté de pouvoir prélever 1% du chiffre d'affaires réalisé par les plateformes de location touristique à courte durée. Donc, on estime à peu près 200 millions par an pour essayer d'abonder un fonds érosion côtière. Mais qui n'a toujours pas vu. On sait les trouver, les locations Airbnb, quand on a besoin. Comme vous dites. Et récemment, il y a aussi une proposition de loi qui doit être discutée dans les jours qui viennent, qui est une proposition portée par Fabrice Barusso, qui est député PS de Charente-Maritime, qui vise à reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique et adapter les mécanismes d'assurance. Donc, on n'a pas forcément le temps, mais c'est l'idée vraiment d'avoir quelque chose de concret sur le plan national d'adaptation au changement climatique, de lui donner une valeur, une opposabilité, si j'ose dire, avec ce qui va avec, c'est la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Et éviter aussi quelque chose qui est assez absurde dans certaines circonstances, c'est de systématiquement reconstruire à l'identique après sinistre dans des zones qu'on sait que le phénomène en cause va nécessairement se reproduire et produire les mêmes effets. Donc l'idée, c'est de pouvoir éventuellement augmenter le cas échéant le montant de l'indemnisation pour que les personnes puissent reconstruire ailleurs. Derrière, il y a toute la question du régime assurantiel. Et donc, ils veulent... l'idée, c'est, encore une fois, d'augmenter pour certains biens le taux de la surprime CatNat, parce qu'on considère qu'il crée un rôle plus important. Mais in fine, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est la même poche qui paye. Benjamin Huglot, les banques, est-ce qu'elles prêtent encore pour des biens climato-risqués ? De moins en moins. Vous avez quand même des opérations qui sont aujourd'hui, les banques, elles sont comme tout le monde, elles évaluent les risques et plutôt sur des contrats de prêt qui peuvent aller jusqu'à 20-25 ans. Vous imaginez bien qu'elles y regardent à deux fois et donc il y a effectivement des affaires qui ne se font plus à ce niveau-là. Et côté contention, on en est où ? Est-ce que vous voyez une augmentation des conflits propriétaires-assureurs ou propriétaires-État ? Alors, propriétaire-assureur, pour le moment, pas vraiment. En revanche, propriétaire-État, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, on a parlé des plans de prévention des risques. Les plans de prévention des risques peuvent prévoir des travaux qui sont donc imposés aux propriétaires, qui théoriquement ne doivent pas dépasser la valeur de 10%. Mais ce que j'observe, c'est une tendance assez inquiétante qui est liée évidemment à un problème de finances publiques, mais bon, les finances publiques étant également liées aux recettes fiscales, les choses sont quand même assez proches. La charge des travaux qui incombent en principe au pouvoir public a tendance à être transférée le plus possible aux propriétaires. Et donc, il y a une mobilisation que je constate dans les dossiers que je suis au cabinet sur l'adoption des plans de prévention des risques, le transfert de charges qui s'opère auprès des propriétaires et le fait que certaines collectivités publiques essayent de se décharger des obligations qui pèsent sur elles, notamment sur l'engagement de travaux qui sont d'intérêt général, mais qui viennent grever un budget qui est déjà un peu fragile. Et donc, j'ai envie de vous dire que toutes les solutions sont bonnes pour aussi transférer ces charges-là à d'autres. Tiens, on approche de la fin de notre entretien. Dans vos analyses Horizon 2030, est-ce que vous voyez des quartiers entiers habitables mais non assurables ? Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça ? Ça va devenir très compliqué. C'est dans 4 ans. 2030, non, dans l'immédiat, je pense pas. Encore que, effectivement, il y a quand même cette question de l'assurabilité des biens qui va se poser, de personnes qui peuvent se voir aussi leur contrat résilié sans autre forme de procès. Il y a beaucoup d'assureurs qui commencent à réfléchir sérieusement à la question et qui préconisent un système qui pourrait être un peu celui qui a présidé à la création de la mutuelle des motards dans les années 80. C'est-à-dire vraiment d'avoir un système de mutualisation qui réfléchisse spécifiquement à ce risque-là. Mais quand on voit les chiffres, est-ce que ce sera suffisant ? C'est quand même... Tiens, conseil final pour ceux qui nous écoutent fidèlement sur Radio J. Dans les zones à risque, est-ce qu'il faut aujourd'hui acheter, vendre ou adapter ou s'adapter d'urgence ? Moi, je pense que la question de l'adaptation, elle est centrale. Et derrière, c'est aussi aux personnes qui sont dans ces zones-là
de taper du poing sur la table vis-à-vis des élus pour justement exiger qu'il y ait des investissements publics qui soient à la hauteur de la situation. Pour le moment, c'est pas le cas. Alors, c'est difficile de taper aussi sur les élus parce qu'ils travaillent avec les moyens qui sont les leurs. Ouais. Mais le cas échéant, on voit très bien que dans les priorités, compte tenu des échéances électorales, n'est-ce pas, qui arrivent à grands pas, la question du moyen et du long terme est souvent reléguée Oui, à sous plus le tard. tapis. Voilà, on met sous le tapis comme d'habitude. Merci beaucoup, maître Benjamin Huglot, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J. Tout de suite, c'est le choix du club. Le choix du club vous est présenté avec le concours de Paris Prodiag, votre partenaire spécialiste des diagnostics immobiliers à Paris depuis plus de 3 ans. Quels que soient vos besoins, les équipes de Paris Prodiag interviennent en moins de 48 heures. Paris Prodiag, paris-pro-diags.com, paris-prodiag.com. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et aujourd'hui, dans le choix du club, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Évrard. Il est directeur associé de Synergiac, spécialiste de la rénovation énergétique, qui a écouté avec grand intérêt le débat, l'interview de Benjamin Huglot juste avant. Bonjour. Bonjour Marc Ezrati. Pierre. C'est vrai que c'est en effet un très très beau sujet. Que vous connaissez aussi. Hein. Que je connais bien parce que finalement, c'est un sujet que je vous dis tout, dont on n'entendait pas du tout parler. C'est vrai. Et on entend parler en France depuis 18 mois. Et on entend beaucoup parler chez nous à Radio J grâce à Benjamin Huglot. Et c'est un sujet ici. véritablement d'actualité parce que l'OCDE travaille dessus. Ouais. On a participé à un groupe de travail avec un call to action. Derrière, il y a quelle réponse des États à cette problématique parce que ça a un impact même sur la valorisation du parc immobilier, des citoyens, d'un État. Et donc, bien sûr. voilà. Et si on vous a invité, Pierre Évrard, Oui, c'est Marc. pour une bonne raison. C'est parce que vous avez publié récemment un guide chez Bréal by Studyrama, donc sur la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, 50 questions essentielles. J'ai souhaité vous recevoir pour qu'on en parle de ce bouquin. Merci. Et donc un guide qui est, je ne devrais pas le dire parce que je suis un peu... j'ai parti dans l'affaire étant votre directeur de collection, mais ce guide, en tout cas je peux le dire, je l'ai édité parce que je le trouvais extrêmement clair et concret. Je voulais qu'on en parle avec les auditeurs tout ensemble. Alors Pierre, votre livre aborde 50 questions essentielles. Quelle est selon vous la question que tout propriétaire devrait se poser avant même de lancer sa rénovation énergétique? Alors ça, c'est une très très bonne question, Marc Ezrati, parce qu'en fait, la construction de ce livre, depuis des années et des années, quelque part, il y a un brouillard qui s'est créé autour de la rénovation énergétique. C'est pourtant quelque chose d'extrêmement simple, mais qui a été complexifié. Donc le jeu dans ce livre, pour moi, à travers ces 50 questions, ça a été de décomplexifier, d'expliquer les choses, la réglementation, les assurances, les différents points pour un peu éclairer le consommateur. Alors, il faut savoir, je vais aller dans votre sens, Pierre, c'est qu'on a travaillé ensemble sur ce livre et c'était vraiment ma préoccupation, c'était faire de la pédagogie. Oui. Et il y a eu quand même quelques auteurs avant vous auquel ça n'a pas fonctionné, donc c'est pour ça que je suis content que vous m'en parliez, parce qu'on a réussi à faire ce bouquin. Alors, quelque part, s'il y avait une question, parce que quand même, on est sur un secteur avec des ressources financières et de l'argent public, il y a eu beaucoup de fraudes, je conseillerais comment éviter les fraudes. J'ai peut-être été un peu brutal, mais je pense que c'est nécessaire. Alors ça, on en reparlera dans une autre émission, parce que je vous inviterai prochainement pour parler de la fraude. Alors, votre livre, il explique très bien également le rôle du DPE et de l'audit énergétique pour un propriétaire qui nous écouterait aujourd'hui. Comment distingue-t-on un DPE administratif, entre guillemets, d'un DPE véritablement stratégique pour son projet immobilier? Alors, en fait, le DPE, c'est vraiment la note. C'est le maître étalon des lois. Maître Huglot parlait de l'opposabilité. L'opposabilité du DPE a fait que le DPE, c'est le maître étalon de toutes les réglementations actuelles et futures. Le DPE, c'est uniquement la note. Par contre, un des points essentiels pour la rénovation énergétique, c'est l'audit énergétique. C'est quoi ? C'est comment on améliore la note
avec quel type de Avec travaux, quel type de travaux et combien ça coûte. Et ça engage la responsabilité de la personne qui le rédige. Donc, quelque part, on est censé suivre. Qui l'oublie souvent. Alors, certains oublient, d'autres n'oublient pas. Certains ont les assurances associées parce que il engage une responsabilité qui va beaucoup plus loin que le papier. Mais c'est vraiment le point essentiel. Et c'est vrai que ces dernières années, quelques particuliers qui voulaient se lancer dans la rénovation énergétique, finalement, se disaient c'est quand même très très cher pour un bout de papier, entre guillemets, pour un secteur. Enfin bon... Ils n'étaient pas prêts. Alors que vraiment, c'est la pierre angulaire de la rénovation. Alors, Pierre, quelles sont aujourd'hui les erreurs techniques les plus fréquentes, celles qui coûtent cher, celles qui coûtent de l'argent et que votre guide aide à éviter? Alors, c'est malheureusement très simple. Et là, je rejoins, cher Marc, pardon de dévoiler un peu le sujet qu'on abordera dans les semaines à venir. C'est la première des choses, c'est suivre ce fameux audit, bien sûr. Ses propres souhaits, ses propres volontés, et ne pas se faire imposer, une technique, une technologie qui est plutôt défendue par le commercial qui est en face ou au bout du téléphone, parce qu'il a des aides un peu spécifiques là-dessus ou une marge. C'est un point vraiment essentiel, savoir où on veut aller avant de contacter tout le monde. Alors, tiens, c'est ma dernière question. Dans un monde saturé de promesses, d'infos et parfois de fraude, quel conseil central est-ce que vous donneriez pour mener une rénovation durable, maîtrisée et réellement performante? S'entourer de bons professionnels, s'entourer d'un bon bureau d'études thermiques ou d'un bon auditeur énergétique. Quelqu'un qui a des valeurs en lui, ça veut dire que ce qu'il souhaite, et vraiment, c'est l'intérêt de son client. On voit que c'est en train de segmenter le marché, c'est je veux que la rénovation se fasse. Je veux une rénovation performante en bout de chaîne. Et vous demandez ça à un bureau d'études, il vous dira ah oui, banco, ok, et il mettra tout en œuvre, comme les entreprises, comme tous les différents intervenants. Merci beaucoup Pierre Évrard d'avoir fait le détour par le studio de Radio J. Merci. Aujourd'hui, votre livre, on le trouve dans toutes les librairies, on le trouve en ligne, c'est à 9,90 €. On peut également le commander, évidemment, je l'ai dit, en ligne. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour cette semaine. Je vous retrouve avec grand plaisir dès lundi prochain, 16h05 sur Radio J. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.